Bonjour et bienvenue à notre émission quotidienne 100% marché, 18h, 23 septembre, le moment de regarder les marchés avec notre analyste indépendant Laurent Albi à mes côtés. Bonsoir Laurent. Bonsoir Falco. Bonsoir à tous. Alors, le titre de l'émission, le CAC de retour sur ses plus bas annuels. Donc, on regarde cette semaine le CAC 40 en baisse de quand même 4,84%. Le DAX, moins 3,60%. Le S&P 500 et les Nasdaq sont, ils n'ont pas encore clôturé, mais ils sont en direction de moins 5%. L'euro-dollar qui perd 2,86%, l'or qui baisse 1,6% et le Brent carrément 6% de baisse cette semaine. Et maintenant, on va regarder tous ensemble ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'était aussi une journée en rouge. Le CAC 40, il a fini à 5783,41 points, donc une baisse de 2,28%. Le DAX un peu moins en baisse, moins 1,97%. Les S&P 500 et le Nasdaq sont tous les deux environ moins 2. L'euro-dollar, moins 1,16%. L'or qui est caché par la tasse, c'est là. Et moins 1,45%, 1646. Et la Brent, comme d'habitude, caché par notre ami Laurent, il a perdu qu'aujourd'hui 5,17%. Donc il a 85,73 $ en ce moment. Mon cher Laurent, comme veut la tradition, les vendredis soirs, nous regardons ensemble et tu vas nous expliquer tout. Et je vois déjà des flèches coudées dans tous les sens. Le CAC 40 en hebdo et après on continue direct avec les S&P 500 en hebdomadaire pour avoir une vue un peu plus globale et pas rester sorti le tête du guidon comme tu dirais. Voilà, se dire, regardez où sont les gros niveaux qu'il faut retenir cette semaine. Mon cher Laurent, explique-nous. Alors, on écoute. Je vais commencer par une petite piqûre de rappel. Ah, on aime bien les piqûres de rappel. Parce que ça fait mal, mais c'est bien. Oui, il y a environ 10 jours, je vous montrais le graphique de Seasonax sur la saisonnalité. Oui. Et elle était très mauvaise, tu te souviens? Absolument, je me souviens bien. Je rappelle ce que ce graphique montrait. Entre le 15 septembre et la première dizaine d'octobre, on était sur les 30 dernières années du S&P et sur les 125 dernières années du Dow Jones, les années d'élections législatives, comme ça va être le cas cette année, sur une saisonnalité très défavorable. Et il semblerait que cette année ne fasse pas exception et que nous soyons donc dans ce tourbillon baissier alimenté par un news flow qui est évidemment très négatif, celui d'une banque centrale américaine qui n'est prête à transiger sur rien dans sa lutte contre l'inflation. Et comme je l'expliquais ce matin, mais j'ai envie de le répéter, ça surprend les opérateurs, toute une génération d'opérateurs qui, depuis qu'ils sont sur les marchés, ont pris l'habitude d'avoir une banque centrale qui est toujours là pour secourir les indices quand il y a un petit peu trop de tumulte. Et là, tout d'un coup, on a un Jérôme Powell qui dit en substance aux opérateurs: débrouillez-vous, moi j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai notamment une stabilité des prix à faire revenir sur le marché, j'avais comme objectif totalement illusoire, ça fait presque sourire aujourd'hui, de 2%, il a quand même fallu que l'inflation elle monte à 6,5% pour que la Fed commence à comprendre qu'il y avait un problème, donc elle est maintenant évidemment, tu le sais, on appelle ça en anglais behind the curve, c'est-à-dire derrière la courbe de l'inflation. Peut-être qu'elle avait peur de casser la croissance trop vite, qu'on lui reproche d'avoir eu un comportement un petit peu à l'emporte-pièce, trop hâtif dans sa lutte contre l'inflation. Bref, elle a pris du retard. 2021 aurait dû être l'année de la remontée des taux. Jérôme Powell, il a attendu mars 2022, ça fait mal et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans un marché baissier dont la fin n'est pas pour tout de suite. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler l'excellente émission que nous avons fait aujourd'hui avec Denis Lantoine. Alors, ça vaut vraiment le coup. J'ai mis le lien déjà dans le chat en direct et je ne manquerai pas de le mettre aussi ici, après le replay. Donc, en fait, tu disais, Jérôme Powell, il a d'autres chats à fouetter. Ça fait pousser les cheveux gris aux investisseurs, non? Pas? Oui, absolument. Ça les surprend. Je disais ce matin que on avait presque l'impression, avec la baisse des marchés ce matin, qu'on avait des indices un petit peu en état de choc, quoi, c'est-à-dire incrédules par rapport aux propos et à la posture de Jérôme Powell et de toutes les banques centrales
par effet d'entraînement. Et donc tout ça fait que ce que j'anticipais la semaine dernière dans ce studio à la même heure, c'est malheureusement réalisé. C'est-à-dire que je disais qu'avec la bougie, et je vais peut-être un petit peu... Oula. Oula là. Voilà. Ah. Avec la bougie qui s'est formée la semaine dernière et qui montrait donc le retour d'une pression vendeuse, qu'il fallait a priori privilégier la poursuite de la baisse. Et j'avais dit qu'il y aurait donc vraisemblablement en cette fin de semaine, c'est-à-dire aujourd'hui, un test, le troisième de cette zone ô combien importante, entre 5756 et 5783 points. Et on voit que le CAC 40, il arrive dessus à toute vitesse. Alors, il marque quand même une différence, Falco, explique-nous, par rapport aux deux tests précédents. Si tu regardes avec attention le graphique, tu remarqueras que la bougie hebdomadaire de cette semaine n'a pas de mèche basse, comme les deux tests précédents. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui a changé dans le marché. C'est-à-dire que, exactement, on a eu des opérateurs qui, dans la semaine du 7 mars, avaient ouvert, la semaine avait ouvert en gap baissier très important, et on avait eu tout de suite une mèche basse qui montrait qu'on avait encore à ce moment-là des opérateurs qui pensaient que ça valait le coup de payer à bon compte des actions qui avaient beaucoup baissé. Quand ensuite le marché, regarde, est revenu sur ce support le 13 juin, tu vois la différence de comportement? Là, on n'a pas eu la même bougie. Il en a fallu plusieurs pour arriver à stabiliser la baisse. Là, il en a fallu une. Là, il en a fallu 4. Donc ça montre bien déjà qu'il y avait une dégradation dans la perception des investisseurs. Et c'est à ça qu'elles servent, les bougies. C'est qu'elles nous donnent des renseignements sur ce qui se passe dans la tête des opérateurs. Exactement. Et là, le troisième test, alors c'est le plus négatif de tous, ce test. Parce que là, il n'y a pas de mèche basse. On a une bougie qui termine donc sur les plus bas de la semaine. Il faut quand même rappeler que la semaine passée, on a baissé de 2,17%. Cette semaine, j'aurais bien aimé que ce soit cette année. Cette semaine, rien que cette semaine, on baisse de 4,8%. Et donc, cette bougie noire hebdomadaire, elle est de mauvais augure. Malheureusement, elle est de mauvais augure parce qu'elle signale qu'il y a une pression vendeuse qui est renouvelée et qui ne perd pas pour le moment en intensité. Alors ça, c'était le préambule. Le développement. Si on regarde le marché en termes héliotistes, il y a une possibilité de voir cette première jambe baissière que vous voyez ici de janvier, raisonner d'une certaine manière et trouver de l'écho et voir ici, à partir du 16 août, une autre jambe baissière qui renvoie au début du bear market. Ça veut dire qu'on aurait eu une impulsion baissière, une stabilisation et une nouvelle impulsion baissière. Ça, en termes héliotistes, c'est une vague corrective. Certes, qui s'étale sur plusieurs mois, puisqu'on est en données hebdomadaires depuis le début de l'année. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on aurait peut-être fait une A, une B, et on est en train de faire une vague C. Alors il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle dans ce diagnostic, qui d'ailleurs n'est pas un pronostic, c'est un diagnostic. Et en tant qu'héliotiste, on a forcément sur notre table 3 ou 4 scénarios. Ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre en fonction de ce que nous a dit Elliott, quelle pouvait être la trajectoire, le pattern dans la baisse que le marché pourrait prendre. Mais il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et au fur et à mesure de l'évolution des choses, il y a des scénarios qui, mécaniquement, se jettent à la corbeille parce qu'ils ont tout d'un coup des caractéristiques qui invalident donc la lecture qu'on pouvait en avoir. Donc on a 2-3 scénarios. Alors, il faut quand même que je précise que tous les scénarios que j'ai, ils sont tous baissiers. Oui, on n'est pas dans un... La question, c'est pas est-ce qu'on va baisser. La question, c'est comment. À quelle vitesse. Et à quelle vitesse le CAC va baisser. C'est pas... maintenant, on n'est pas dans une... Vous avez entendu ça. Voilà, on n'est pas dans une... Est-ce que tu peux répéter? Tous les scénarios sont baissiers que tu... Tous les scénarios sont baissiers. La question, c'est quel est le scénario qui va finir par se matérialiser. Pourquoi tous les scénarios sont baissiers? Parce que soit on a une vague corrective en ABC et donc il manque encore, il faut terminer la vague C pour purger le marché, soit, et ça serait beaucoup plus grave, mais je ne pense vraiment pas que pour le moment c'est ce scénario qu'il faut retenir, on n'est pas en ABC, on est en 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que dans ce cas-là, on n'est pas sur une phase corrective qui dure 12 mois, on est sur une vague impulsive qui en dure 24. Donc on va pour le moment
garder la lecture en ABC qui me paraît franchement tout à fait plausible, crédible et qui pourrait donc signaler la fin du bear market entre la fin du deuxième trimestre 2023 et peut-être la fin de l'été. On verra plus tard ce que le marché nous réserve. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à la possibilité de vous faire une émission avec Falco uniquement en Elliott. Ça a arrêté. Oh, dommage. Ouais, là, regarde. Je ne sais pas en fait pourquoi ça ne fonctionne pas. Laisse-moi regarder. Ça a bugué. Ça, c'est terminé. Ah, c'est dommage. Ça, c'est vraiment, je suis désolé. Bah, non, on est encore là. Ça bug pas, on est encore là, Laurent. Chers amis, on est de retour. Ça, c'est cet Internet chez BNP Paribas. On adore ça. Alors t'étais où, Laurent? Ça a baissé fortement et après, il y a Gilbert qui me disait ça. C'est Stivas qui me dit, ça bug chez vous aussi? Non. D'ailleurs, donc tout est OK. Bon, très bien, tout marche. Bon, alors, on a une petite frayeur parce que moi, je me disais, non, c'est pas possible un vendredi. Et Laurent a fait une telle belle discussion. On laisse Laurent juste discuter avec lui-même où il était. D'ailleurs, j'ai une question à vous. On a eu Gilbert qui a eu son anniversaire cette semaine. C'est qui a l'anniversaire aujourd'hui? Dites-le-moi, il faut encore chanter pour lui. On m'en cher, Laurent. On continue. Regarde ça. Oui, donc je ne sais plus exactement à quel moment la communication a été coupée. 1, 2, 3, 4, Elliott, tu disais. Voilà, donc l'idée, c'est simplement de dire qu'on a une trajectoire baissière qui, pour le moment, en tout cas c'est mon scénario central, se structure en 3 vagues correctives A, B, C. On serait donc dans la vague C. Et donc la question est la suivante. Si c'est une vague C, oui. et qu'on est en train de faire la vague A, la vague 1 pardon, de cette vague C. On a une première hypothèse qui serait donc celle d'avoir un rebond sur les plus bas annuels, c'est-à-dire sur les niveaux actuels. Et ce rebond pourrait remettre le CAC 40 à proximité des 6100, 6150. Si c'est ce qui arrive, alors sur ce niveau-là, si on voit effectivement une bougie hebdomadaire qui repart à la baisse, il faudra soit shorter, soit couvrir votre portefeuille. Deuxième hypothèse, on casse le support actuel directement. Et dans ce cas-là, le pullback, il se fera sur la polarité. C'est-à-dire qu'on casse le niveau à 5756, on fait après une petite respiration, un pullback sur l'ancien support qui devient résistance et on reprend le chemin de la baisse. Donc, ce soir, il y a une différence avec la semaine dernière. La semaine dernière, si vous retournez voir l'émission, ce que j'expliquais, c'est qu'il y avait 2 possibilités. Enfin, il y en a toujours plus, mais les 2 principales, c'était de voir le CAC 40 baisser, ce sur quoi je suis en train de faire mon développement actuellement, ou alors de voir le CAC 40 naviguer à l'intérieur du range, latéralement, entre 5007 et 6600 points. Ce scénario de latéralisation pour les prochaines semaines me semble en train de perdre en crédibilité et je crois que le chemin du CAC 40 pour les prochaines semaines va être un chemin baissier. Donc la question c'est est-ce que cette baisse va se faire à partir du niveau de support et ça va repartir ensuite à la baisse, ou est-ce qu'on va casser directement ce niveau de support? Mais vraisemblablement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le risque est bien là, que les conditions qui pourraient signaler a priori l'inscription d'un bottom de moyen terme ne sont pas encore là. Je vous renvoie à l'émission de ce matin où j'ai montré la course de long terme du dollar index, les indicateurs de sentiment, et on n'est pas et le comportement des actions dans le contexte de l'évolution du cycle économique. Et sur aucun de ces 3 sujets, on est en phase avec la possibilité d'avoir un creux. Donc, il y a encore du potentiel de baisse. C'est ce que Denis Lantoine expliquait ce matin. Je suis en ligne, en phase avec lui. Donc, on a peut-être un support qui va tenir ou pas, mais de toutes les manières, les indices vont continuer de baisser. Merci beaucoup, mon cher Laurent. On fait maintenant le même exercice sur le S&P 500 qui est en ce moment à moins 2,3% de baisse quand même. Oui, alors, et il est à moins 5 sur la semaine, après une semaine à moins 4,8.
Oui. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, il s'est fortement déprécié et il revient donc lui aussi à toute vitesse sur le niveau de son plus bas annuel qui avait été inscrit le 13 juin. La lecture est la même sur le S&P. Faites attention, le risque baissier n'est pas épuisé. On a eu une première vague A, on peut avoir maintenant une vague B qui est revenue sur 4288 et une vague C qui est actuellement donc en cours, et ce scénario sera a priori validé sur la rupture du support compris entre 3672 et 3513. Donc la baisse sur le S&P et sur les indices américains n'est pas terminée. Il va y avoir encore des dégagements parce que la Réserve fédérale n'a pas terminé son premier cycle de hausse des taux, parce que l'inflation est en train de chercher actuellement son sommet, son pic, mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'il est, s'il vient d'être inscrit ou s'il va être inscrit. Et de toutes les manières, même si le pic d'inflation était inscrit, on a un décalage avec les marchés qui fait que ça va continuer de baisser jusqu'au moment où on va avoir effectivement une entrée probable en récession. Et c'est cette entrée en récession qui signalera le commencement de la fin. C'est-à-dire que les marchés actions font leur bottom dans les récessions. Donc il faut déjà qu'on soit en récession pour que nous puissions anticiper un bottom. Comme on n'est pas encore en récession, au Royaume-Uni, ça commence. D'accord. En Allemagne, ça arrive. En France, ça ne va pas tarder. Et aux États-Unis, c'est le point d'interrogation. Alors, Jérôme Powell, il est optimiste, mais on a l'impression maintenant que c'est un espèce d'éternel optimiste. Donc, il pense qu'il va y avoir encore un petit point de croissance l'année prochaine aux États-Unis qui va permettre d'éviter la récession. Mais de toutes les manières, on est dans un contexte de ralentissement économique fort. Et donc, on va avoir un bottom sur les actions quand ce ralentissement économique sera à son paroxysme. Aujourd'hui, on a eu des mauvais PMI en Europe, c'est ce qui a expliqué la baisse. Aux États-Unis, ça résiste encore un petit peu, il faut que ça se dégrade encore un peu pour qu'on ait ce contexte de ralentissement qui soit affirmé. On n'y est pas encore, donc on a encore quelques mois avant effectivement de voir un bottom s'inscrire. Donc encore une fois, ce message, il est là d'abord pour vous inciter à être très prudent. Deuxièmement, à ne pas être surpris si vous voyez votre portefeuille se dégrader et donc réduire sa valeur, c'est normal. C'est comme ça que les bear markets se passent. Alors c'est vrai, ça fait un petit peu drôle d'avoir des marchés qui baissent et de ne pas avoir des banquiers centraux qui nous rassurent en nous disant pas de panique, on est là pour vous. Pour vous. Et donc voilà, pour réinjecter des liquidités, laisser des taux bas et faire en sorte que le fameux ou la fameuse, je ne sais pas, TINA, qui était, on l'a bien aimé, on l'a bien aimé pendant plusieurs années, TINA. C'était c'était ce fameux acronyme qui expliquait que de toutes les manières, quel que soit le contexte macro, il y avait que les actions qui offraient du rendement. Ben voilà, c'est en train de changer. On a des obliques qui commencent à avoir des rendements qui concurrencent les dividendes des actions. Bref, on est dans un contexte qui est complètement en train de changer. Et ça, effectivement, c'est une grande nouveauté par rapport à la posture qu'ont eu les banques centrales depuis 2008. On est dans un autre contexte, il faut changer de disque dur, il faut comprendre que la situation est différente. Et pour conclure et pour aller jusqu'au bout du raisonnement, je pense qu'il n'y aura pas de pivot de la Fed. Je pense qu'il faut commencer à s'enlever cette idée de la tête. Ce fameux pivot de la Fed, c'est ce qui a fait monter les marchés pendant l'été, et c'était donc de croire que la Fed allait changer de braquet, qu'elle allait devenir accommodante devant effectivement le risque de ralentissement de l'économie et la baisse des actions. Jérôme Powell, il a été très très clair. Il n'a pour le moment qu'un seul problème à régler, c'est celui de l'inflation. Et tant qu'il ne verra pas, et je le cite, le pic, l'inflation commencer à baisser, et quand on dit qu'il veut la voir baisser, il ne veut pas la voir baisser d'un demi-point, il veut la voir retourner là d'où elle est partie, c'est-à-dire dans les environs des 2%. Tant qu'il ne verra pas l'inflation baisser significativement, il ne bougera pas. Et donc, ça veut dire que concrètement, je le cite encore une fois sur ses propos d'avant-hier, pas de baisse des taux avant 2024.
C'est quand même important d'imprimer ça dans son esprit, parce que ceux qui pensent qu'effectivement, sur les 3500 points sur le S&P, on va avoir une Fed qui va revenir à la charge et qui va sauver les meubles, attention, c'est pas sûr cette fois-ci, parce qu'on a des enjeux qui sont beaucoup plus importants que juste le comportement des bourses. Et Jérôme Powell, il est là en gardien justement de la stabilité des prix. Parmi les mandats de la Fed, le premier, c'est la stabilité des prix. Donc il est là pour ça maintenant. Il a été en retard, ok, les marchés l'excusent, mais maintenant il ne faut pas qu'il rate une deuxième fois sa mission, sa raison d'être, son objectif, c'est-à-dire de contenir l'inflation. Donc ça, il l'a bien compris, et par conséquent, il ne faut pas s'attendre à ce que la Fed et les banques centrales viennent à la rescousse. Et ça, c'est le choc de ces 3 dernières semaines. C'est ce qui explique la baisse de ces dernières semaines. C'est ce changement de braquet de la part des banques centrales qui font que les investisseurs sont dans un mix où d'un côté, ils voient une inflation qui galope, et même si elle se tasse un petit peu, elle reste très élevée, et donc elle freine la consommation des ménages, elle freine l'investissement, elle complexifie les phases de refinancement des entreprises. On a des taux qui restent élevés pour justement ralentir l'inflation, donc ça veut dire que les entreprises vont sans doute publier au T3 des mauvais résultats et des mauvaises anticipations. On se rappelle de FedEx la semaine passée. Tout ce contexte qui est un petit peu morose, c'est typiquement le contexte d'un bear market. Et malheureusement, ce contexte négatif, il n'est pas arrivé au bout de son propre chemin. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait encore plus de mauvaises nouvelles, plus de détresse. Tu sais, il y a une façon de voir. Un proverbe. Non, c'est pas un proverbe. Les Américains, non. Mais il y a une façon de voir quand est-ce qu'on est au creux, dans le creux du bear market, et là où effectivement on a atteint le plancher, c'est quand toutes les actions sont sur des valorisations ridicules, c'est-à-dire 5, 8, 10, 12, et que plus personne n'en veut. Hein, c'est-à-dire que c'est exactement le pendant de l'euphorie. L'euphorie, c'est quand on a des valos qui sont complètement délirantes et les opérateurs, ils continuent de payer parce qu'ils pensent que ça va continuer de monter ad vitam aeternam. Eh bien, le cœur du bear market, c'est le contraire. Ça vaut plus cher du tout, mais il y a eu de tels dégâts sur les marchés qu'il y a une espèce d'écœurement et qui fait que les opérateurs n'en veulent plus. Ils ne veulent plus en entendre parler. Et c'est à ce moment précis que l'histoire nous montre que les gérants, eux, c'est là qu'ils commencent à réaccumuler. Donc on a des indicateurs, on a des informations pour essayer de sonder le marché et savoir où est le bear market. On en parlera ensemble, évidemment, à plusieurs reprises, mais encore une fois, ce soir, il n'y a pas de bottom en vue à court terme. Merci beaucoup Laurent. Donc je lis souvent que vous proposez ou vous parlez du BX4 en fait dans le chat en direct. Effectivement, c'est un ETF, je crois qu'il amplifie les mouvements x2 en fait, mais baissier. À l'envers baissier. Bon, sachez aussi que nous c'est pas des ETF ce qu'on propose dans notre gamme de produits de bourse, mais nous avons pas seulement des calls, on a aussi des puts pour protéger votre portefeuille ou même profiter d'une baisse de marché avec des leviers différents. C'est des produits évidemment complètement différents qu'un ETF, mais il suffit de regarder. Il y a certains qui sont peut-être intéressants dans les prochains jours. C'est à vous de voir. Alors, mon cher Laurent, on va regarder maintenant. Après d'avoir regardé les S&P 500 en hebdomadaire, on regarde encore en daily cette clôture du CAC 40 ce soir. Donc, on est pile sur le support là. Non, c'est le creux en fait. Oui, on est sur le creux du 5 juillet qui, à quelques points près, était allé tester le creux, regardez ici, du 7 mars dernier. On est sur la zone, hein, voilà, on est sur la zone entre 5750 et 5772. Alors hier, quand j'avais vu cette bougie avec cette grande mèche basse, je vous avais prévenu, hein, c'est en général de mauvais augure. Ouverture en gap baissier ce matin et continuation des dégagements avec un CAC à moins 2,28. Alors, ce que j'ai expliqué en données hebdomadaires, évidemment, hein, ça reste toujours valable en données quotidiennes, à savoir, je le répète, première possibilité, le support tient, mais il tient temporairement parce que ce support va finir par flancher. Donc première hypothèse, premier scénario, le support tient en début de semaine prochaine, on a un rebond, et
puis ça repart derrière à la baisse et ça casse le support. Deuxième hypothèse, le support ne tient pas, on l'enfonce directement et dans ce cas-là, on irait sur ici 5693 et puis ensuite un petit gap haussier qui est resté ouvert à 5628 et puis si ça doit baisser encore plus, 5512. Bon là, je pense que d'ici la semaine prochaine, on devrait quand même avoir un petit peu de répit, mais dans l'idée, ce que vous comprenez, c'est qu'on est sur un niveau de support, certes, et on y arrive avec beaucoup de vitesse, certes, donc il ne faut pas exclure d'avoir un petit rebond, mais faites attention, si la semaine prochaine on voit un rebond, ce n'est que une halte temporaire dans une dynamique qui reste négative et en aucun cas on aura des marchés qui repartiront de l'avant comme si de rien n'était. Je vous renvoie à ce qui s'est passé en juin-juillet. Je vais décaler sur la droite pour que vous puissiez voir. Regardez combien de temps il a fallu, un mois pendant l'été, pour que le CAC 40 réussisse sa phase de retournement et mette en place les conditions pour qu'il y ait un rallye estival. Alors c'est vrai, parfois on a des creux en V, mais je ne pense pas que le contexte s'y prête actuellement parce qu'on ne va pas avoir les catalyseurs qui vont permettre d'avoir effectivement une reprise haussière durable et significative, ce qui est la définition d'un creux en V. Donc faites attention, on est sur une zone de support, le mouvement est baissier, le niveau est important. Donc ça veut dire que si il est enfoncé, ça pourrait encore générer une nouvelle vague de vendeurs parce qu'il y a encore des opérateurs qui pensent que ça peut tenir et si ça ne tient pas, il va y avoir un renouvellement de la pression vendeuse par la rupture de ce niveau important. Donc faites très attention à ce qui va se passer dans les prochains jours de la semaine prochaine. Il peut y avoir de la vol qui revient de manière importante. Quelqu'un dans la fenêtre de chat disait que le VIX est en hausse de 10% aujourd'hui. On est donc voilà, sur des stratégies de couverture qui se mettent en place en mode un petit peu panique. Attention, ce support il est important, il peut être enfoncé et si c'est le cas, il pourrait y avoir un gap et une accélération. Et s'il y a un rebond, ce rebond sera travaillé par les vendeurs à découvert pour revenir plus haut, shorter ce marché. Mon cher Laurent, pendant que nous avons un petit arrêt, là je crois que ça recommence en fait notre émission. Donc, bon, non, là, voilà, on est là en fait de nouveau sur notre... Non, ça bug encore en fait. On continue juste avec du coup le S&P 500 en daily. Le S&P 500 en daily Falco, moins 2,4% de baisse, nouveau gap baissier qui a été ouvert ce matin. Là aussi, on revient sur les plus bas du 16 juin dernier avec beaucoup de vitesse. Là, regardez sur le S&P, ça commence à ressembler à un sell-off, c'est-à-dire à une trajectoire qui peut s'apparenter à une capitulation. Alors là, ça plaide pour éventuellement un rebond, mais encore une fois, ce rebond, ça sera que un rebond technique. Premier niveau de résistance, ici à 3750 points. C'est la borne haute du gap baissier. Ça stream? Ça ne stream pas, mais on continue l'émission. Au pire, on va remettre l'enregistrement sur la chaîne en fait. D'accord. Donc, sur le S&P, on est sur le niveau de support équivalent à celui du CAC 40. Donc, attention, encore une fois, à ce qui va se passer. Le rebond, il est possible. S'il a lieu, il devrait avoir une première borne haussière difficile à dépasser à 3748. S'il y arrive, il en a malheureusement une deuxième ici à 3787. Et ça ne serait que sur le franchissement de ce deuxième gap que nous pourrions commencer à anticiper une accalmie de la pression vendeuse. Merci beaucoup Laurent. On va passer maintenant côté devises. Le dollar est toujours aussi fort. C'est ça la question que je voulais te poser parce qu'on a regardé déjà le dollar en fait à midi. Oui. Le dollar, il est toujours aussi fort. Alors hier, j'ai fait une émission avec Marie. Le titre de l'émission, Falco, c'était « Le dollar est-il topiche ?» C'était une question, ce n'était pas une affirmation. Et cette question, elle venait s'ancrer dans la possibilité de voir, vous le voyez ici, un dollar index qui mettait en place une figure potentielle d'épuisement en forme de biseau ascendant. Alors hier, je ne vous ai pas montré le dollar index, je vous ai montré l'euro-dollar qui mettait en place un biseau descendant. Et je disais, attention, ce biseau, il est validé que si on en sort par le haut.
sur l'euro. Et donc, si on en sort par le bas sur le dollar index, eh bien, il ne s'est rien passé de tel, puisqu'on a une continuation de la devise américaine qui bénéficie de son statut de valeur refuge, qui bénéficie de la hausse des taux d'intérêt et qui bénéficie enfin de la résilience de l'économie américaine par rapport aux autres économies. Ça fait beaucoup et c'est ce qui explique que ce dollar est si fort. Je vous renvoie à sa parité, enfin, je vous renvoie à son taux de change, pardon, avec le yen. On est sur des niveaux qui n'ont pas été testés depuis environ 20 ans. Je vous renvoie à la force du dollar face au sterling britannique où on est sur des niveaux qui n'ont plus été testés depuis environ 35 ans. L'euro face au dollar, il est en chute libre puisqu'il est actuellement à 0,97, 300 pips au-dessous de la parité. Bref, on a un dollar index qui casse la baraque et qui est dans un trend que plus rien ne semble arrêter. Alors, évidemment, ce trend, il va finir à court terme de toutes les manières par se stabiliser. On remarquera donc que la corrélation négative du dollar avec le S&P ferait que si le dollar se stabilise, le S&P pourrait lui aussi se stabiliser dans la baisse, le dollar se stabilise dans la hausse. Ça pourrait peut-être, si ça continue, déclencher un retournement de court terme. Pour le moment en tout cas, on est sur un momentum très puissant du dollar américain. Merci beaucoup Laurent. On passe maintenant à notre rubrique qui s'appelle Charts on Demand. Et Bob, on commence avec Bob qui dit « Je propose FDJ, l'action vient de casser son support à 30,50 $ jusqu'au où 30,50 €. Jusqu'au où pourrait-elle aller ?» C'est la question posée par Bob. Alors, sur la Française des Jeux, Oui. on est dans une phase d'accélération baissière, mais vous voyez ici que le support n'est plus très loin. Pourquoi? Parce que regardez à gauche de l'écran, mais Falco masque ce qui se passe. Falco, décale-toi un petit peu vers la droite. Décale-toi vers la droite. Voilà. Donc vous voyez ici sur la Française des Jeux cette zone de support. On arrive à toute vitesse dessus. Donc il devrait y avoir a priori une accalmie dans le trend négatif de cette valeur. D'ailleurs, on voit déjà une petite mèche basse. Alors encore une fois, le niveau qui marquerait le retour durable des investisseurs sur la Française des Jeux se ferait par le comblement de ce gap baissier qui a été ouvert hier et dont la borne haute se situe à 31,26 €. Tant qu'il est en dessous de ce niveau, eh bien, le cours de la Française des Jeux est orienté à la baisse et si la zone de support à 28,68, 29,16 finissait par être enfoncée, alors le niveau suivant, regardez, il est ici, il est entre 26,60 et 25,45. Le signal qui montrerait encore une fois une accalmie dans la baisse serait le franchissement de cette zone de résistance ici à 31,28. Merci beaucoup Laurent et merci Bob d'avoir proposé FTJ. Encore d'une avec Cyril qui dit « Je propose Grainvolt qui vient de chuter très fortement à la suite de sa publication de ses résultats. Quels sont les scénarios à long terme ?» Alors, scénario à long terme sur Grainvolt, on est actuellement au contact d'une zone de polarité. C'est cette zone que j'ai marquée en rouge, que vous voyez ici, entre 71 € et 78 €. C'était une résistance, ça devient maintenant un support. Il y a eu en plus un gap haussier qui vient renforcer cette polarité. Les cours sont revenus très rapidement sur cette zone. Ils pourraient potentiellement se stabiliser sur 72,40 s'ils n'y arrivent pas. Le niveau suivant est à 61,40 et le premier niveau qui marquerait un retour potentiel des acheteurs serait d'avoir une clôture au-dessus de 85,60. Pour le moment, Grainvolt a totalement invalidé sa trajectoire haussière de moyen terme. La volatilité est très importante, surtout cette semaine, avec une espèce de liquidation caractérisée par la taille de cette énorme bougie noire. Autrement dit, c'est peut-être un sell-off qui pourrait déboucher sur une stabilisation avant une reprise de la baisse. Typiquement, on pourrait avoir ce qu'on appelle un petit drapeau qui se forme sur le support avant une reprise du courant vendeur, ou peut-être que c'est la fin de la baisse, et auquel cas on aurait une reprise du courant acheteur avec, sur franchissement de 85,60, un target à 99,80. Merci beaucoup Laurent, merci Cyril. On continue encore un peu avec Cyril qui dit « Je propose Gérard Perrier Industrie qui revient sur une zone de support à moyen terme dans des volumes très importants en cas de cassure. Quelles zones regarder, mon cher Laurent ?»
Alors effectivement, elle intéresse Cyril et Eric nous a dit dans les commentaires que lui aussi, il l'a surveillé de près, Gérard Perrier. Il y a une zone de support très importante, hein, entre 74,40 et 80 euros. Ça veut dire que les cours auront vraisemblablement une chance de se stabiliser à l'intérieur de cette zone. C'est une zone qui avait par le passé cristallisé la demande pour Gérard Perrier à 2 reprises, en octobre 2021 et en février 2022. Est-ce qu'on va avoir en septembre-octobre de cette année encore une fois un scénario de reprise d'un courant acheteur qui va permettre à Gérard Perrier de se stabiliser? On va le voir. Si ce n'est pas le cas, alors le niveau suivant se situe ici à 70. Vous voyez, où il y a cette zone fragile de support et une zone beaucoup plus importante ici à 67. Donc Gérard Perrier, à moyen terme, elle évolue à l'intérieur d'un range, c'est-à-dire une tendance plate, où il y a de grands swings qui alternent mouvement haussier et mouvement baissier de court terme. On arrive a priori à la fin du mouvement baissier actuellement en cours. Toute la question, c'est: la demande existe-t-elle encore pour venir soutenir les cours sur le niveau compris entre 74 et 80 et permettre un troisième swing haussier? Le premier, il était là, le 15 mars. Le deuxième, il était là, le 19 juillet. Le troisième, il est là, autour du 10 octobre. On va voir si ça tient ou pas. En tout cas, pour le moment, je suis neutre à moyen terme sur Gérard Perrier. Je suis négatif à court terme et j'attends de voir la réaction du marché sur la zone de support. Merci Laurent. On continue et on va passer maintenant à la rubrique de gagnant de la semaine. Et cette semaine, c'était sa femme qui a gagné. Et cette semaine, c'est Bob qui gagne. Qu'est-ce qu'il a fait, Bob? Il a été contrarien, Bob. Il a été contrarien avec une proposition sur Renault de baisse du titre. Il a proposé un Turbo Infini Best Put, le RS7HB sur Renault. Il a bien vu parce qu'on a eu effectivement cet excès haussier au-dessus de cette zone de résistance à 31 euros. Cet excès haussier s'est fait à l'intérieur d'une zone de gap qui a toujours joué son rôle de résistance et qui l'a confirmé une fois de plus. Il a pris un put, il ne l'a pas payé cher puisque la vol n'était pas importante et puis c'est reparti derrière et on a donc une appréciation de 173% du produit. Attention, parce qu'avec des variations pareilles sur le produit, en si peu de jours, cela signifie que le levier est important et que si Renault avait continué de monter, la perte aurait été extrêmement importante en aussi peu de jours. Alors, elle n'aurait pas été de 173%, elle aurait pu être de 100% ou approcher les 100%. Donc faites très attention quand vous manipulez des produits avec des leviers importants, ça va vite dans les deux sens. Merci beaucoup Laurent et félicitations à Bob. Donc vous avez gagné cette jolie tasse numéro 2 pour la famille. Alors, mais mon cher Laurent, on va regarder maintenant l'agenda économique. Qu'est-ce qui se passe lundi? Lundi, Falco, on va avoir en Allemagne l'estimation du PIB pour le troisième trimestre attendu à plus 0,1 et plus 1,8 en rythme annualisé. Et le sondage IFO du climat des affaires en Allemagne toujours attendu à 86,8. Alors, on vous rappelle qu'on a un super compte Twitter et c'est le moment de s'abonner et nous suivre sur Twitter. Également aussi, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, activer la petite cloche grise à côté de laquelle il y a écrit tout. Moi, je suis très curieux en fait de voir si cet enregistrement ou cet direct en fait, parce que je vois toujours le live en fait sur YouTube, sauf qu'on ne voit pas l'image en fait. Mais le chat est toujours ouvert. Donc, on verra ce qui se passe avec ce live. Bon, je vais essayer de mettre les vidéos aussi sur la chaîne après. Peut-être vous aurez cette émission 2 fois en fait. Voilà, donc on va faire ça. On vous souhaite un très très bon week-end. Je suis désolé que le live n'a pas fonctionné ce soir. On va regarder si c'est notre faute ou peut-être quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas encore. C'est le secret de cette émission. Donc on se retrouve, mes chers amis, lundi matin pour une nouvelle émission 100% marché. La semaine Ishimoku va avoir lieu pas à 10h30 mais dans l'après-midi et 100% marché classique le soir à 18h. Très bon week-end à vous tous et rendez-vous lundi. Merci Laurent. Merci Felco. Bon week-end à tous.